Bonjour à tous, je suis la voix Euf, et aujourd'hui nous allons vous parler de Mission Impossible Rogue Nation. Dans ce 5e volet, nous suivons toujours les aventures de l'agent secret Ethan Hunt et son équipe, et ces derniers combattent l'organisation terroriste nommée le Syndicat. Pour nous en parler, je reçois nos deux maîtres coqs, en la personne de Gary. Bonjour. Et Wang. Bonjour. Alors Gary, Wang, ma première question pour vous est la suivante. Quelles étaient vos attentes sur le film ? Un film assez classique, film d'espionnage habituel, à la hauteur des autres Missions Impossibles, sauf le 2, et typique des blockbusters de l'été. Pareil, pour ma part, j'ai un souvenir assez mitigé des précédents volets, sachant que j'ai pas vu le 4. Donc du coup, j'y suis allé un peu sans a priori, je savais pas trop à quoi m'attendre, comment il allait se situer dans la saga. Alors, après cette entrée en matière, ma seconde question est la suivante. Quel est votre avis sur Rogue Nation ? C'est plutôt positif, parce que pour une fois, on voit les personnages dans des situations compliquées, et justement, le côté Mission Impossible, même s'il est présent, il y a des limites. Ils sont conscients qu'ils peuvent avoir des limites, et même eux, ils se disent « Ouais, là, on va peut-être un peu trop loin dans l'impossible. » Donc je trouve ça intéressant, parce que c'est pas toujours de toute façon on va y arriver, quoi. Oui, bon, il y a quand même des séquences qui sont assez impressionnantes, où ça envoie les grosses actions. Et moi, ça m'a fait penser un peu au 007. Je trouve que, déjà, je suis pas trop fan de la direction que prend les derniers James Bond, et justement, j'ai trouvé qu'il y avait certaines scènes dans celui-là, donc dans Mission Impossible, où on retrouve une patte un peu bondesque, en fait, où, notamment la scène de l'opéra, oui, où il y a quand même du luxe, il y a le cadre qui est génial, bon, il y a la nana qui arrive aussi avec sa robe et tout, et puis toutes les péripéties qui s'en suivent, les cascades. J'ai trouvé que cette scène aurait pu être dans un James Bond. Il y a un énorme boulot de mise en scène qui a été fait notamment sur cette scène de l'opéra, où on a plein de points de vue différents sur la même action, ce qui la rend beaucoup plus, on va dire, intense, parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer et à quel endroit de la scène va y avoir l'événement déclencheur qui va faire, on va dire, tomber tous les dominos. Donc ça reste très très intéressant de ce point de vue-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rebondissements dans le fait aussi que c'est un film d'espionnage, donc forcément il y a des personnages qui font des trahisons. On ne sait jamais trop dans quel camp ils sont, notamment le personnage de Faust, donc la fille du film. Pendant la première demi-heure, on ne sait pas encore où la situer. Notamment, c'est un des enjeux du film au départ. Alors là, vous me parlez d'une scène qui est plutôt capitale dans le déroulement du film, la fameuse scène de l'opéra qui va mettre en place toute la dernière partie du film. Mais est-ce que toutes les scènes du film en soi sont capitales ? Par exemple, parlez-moi un peu de la scène de début qui pose l'introduction de Mission Impossible. Est-ce que cette scène en soi était vraiment justifiée après tout le battage médiatique qu'on a eu sur le fait que Tom Cruise réalisait les propres cascades ? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose en plus à ce film, à part un aspect marketing ? Du spectacle, tout simplement. C'est vrai que la scène en plus, quand on la découvre dans la bande-annonce, donc pour resituer, donc c'est la scène de l'avion, où on voit Tom Cruise qui reste accroché à une portière d'avion alors que l'avion est en train de décoller. C'est vrai que en fait c'est la scène d'ouverture du film, donc au final ça, au niveau de l'intrigue, ça apporte pas grand-chose, mais après c'est au niveau du spectacle. Et tu parlais des cascades. Et c'est vrai que c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de films avec des effets spéciaux tout numériques. Et c'est vrai qu'ils ont axé beaucoup le marketing sur le fait qu'ils aient tourné leurs cascades eux-mêmes, qu'il y ait assez peu d'effets numériques. Bon, il y en a, mais ils sont encore assez discrets. Donc moi j'ai bien aimé ce côté un peu retour à l'ancienne. Le film aussi a été tourné en pellicule, en celluloïd, donc pas en numérique. Donc du coup on retrouve vraiment cet aspect à l'ancien. C'est aussi ce qui me fait penser aussi au vieux film de 007. Étonnamment, cette scène du début, moi je l'avais trouvée très sympathique dans la bande-annonce, mais je la voyais vraiment plus comme une scène de fin.
mais c'est effectivement une scène de fin de mission, parce que c'est vraiment le côté cascade très épique. Mais je l'attendais vraiment à la fin du film, et quand elle arrive dès le début, on se pose la question, on se dit... Est-ce qu'on n'a pas loupé quelque chose en fait? Est-ce que je suis arrivé à l'heure dans la salle? On prend le truc un petit peu en route. Ça, c'est une narration qui est assez propre au film. Je reviens encore au 007, mais on avait exactement ça dans par rapport à la films. bande-annonce, la scène, je la trouve très étirée en fait. C'est-à-dire qu'on voit donc cette scène où on a donc Benji qui est dans les fourrés en train d'essayer de pirater l'avion. Et en fait, dans le film, ça prend 10 minutes. Oui, c'est vrai. Alors que ça devrait prendre 5 minutes. Et ça en prend 10 parce que il galère, tout simplement. Après, ça montre un côté un peu plus réel de l'espionnage en disant suffit pas juste d'appuyer sur 3 touches pour pouvoir pirater un avion. Oui. Il y a des pare-feux, il y a quelque chose, il y a de la sécurité. On est sur un avion au type militaire, on peut pas le pirater comme ça. Donc je trouve qu'à ce niveau-là, ils ont quand même assez bien respecté, mais d'un autre côté, ce respect de la réalité casse un peu le rythme de la scène. Alors, Gary, Wang, moi, il y a une question qui me gratte la coquille. En plus, vous venez d'aborder le terme du réalisme, visiblement, de certaines scènes de ce 5e épisode de Mission Impossible. Est-ce que vous pourriez me trouver le réalisme dans la fameuse scène de course-poursuite en moto où Ethan se crache à 250 km/h en chemise et bermuda et en ressort sans aucune égratignure? Parce qu'il a l'armure magique du héros, en fait. Oui, voilà. Donc, ce qui permet à un héros de faire ce qu'il veut et d'avoir des blessures très superficielles qui peuvent se guérir en moins d'1 heure pour les besoins de la scène suivante. Oui, bon après, oui, ça c'est des écueils qu'on retrouve dans tous les films d'action, tout ça, mais bon, sur le coup, ça m'a pas choqué. C'est vrai que maintenant que tu nous en parles, oui, c'est des choses un peu aberrantes. Mais dans l'action, ça passe. Puis de toute façon, il faut que ça s'inscrit quand même dans quelque chose de très spectaculaire. Donc, oui, évidemment, la plupart des scènes, je pense aussi la scène où il y a une histoire de, je vais pas trop spoiler, mais la scène où il y a un plongeon, où là aussi c'est vraiment, c'est tombé dans un verre d'eau, hein, à peu près. Voilà, je pense pas qu'il ait réalisé même celle-là, de cascade. Non, mais je pense que là, l'animation a bien joué. Oui, voilà. Parce que même pour un cascadeur professionnel, c'est quand même relativement dangereux. Tout à fait. Justement, sur cette scène du réservoir, je trouve intéressant que ça montre c'est une scène qui montre les limites de certains personnages de la saga, en disant que justement on était un peu sur le même côté, disant tout n'est pas impossible. C'est-à-dire que même si justement il y a un des personnages qui insiste, qui dit non mais t'inquiète, t'es Ethan Hunt, tu vas y arriver, t'es au taquet, rien n'est infaisable pour toi, et ce personnage se trompe. Et je trouve que c'est intéressant justement que ce soit quelqu'un qui connaît les limites d'Ethan, qui a très longtemps travaillé avec lui, qui dit non mais tu vas y arriver, et il galère, et on voit vraiment que Ethan n'est pas très loin d'y passer quand même, mine de rien. Donc ça lui redonne un côté plus humain que ce qu'il avait pu avoir dans les précédents films. C'est un point que j'ai beaucoup apprécié aussi. Dans le 2, il y avait vraiment l'aspect Tom Cruise, super-héros, superstar. Je peux battre tous les méchants avec un seul coup de poing. Enfin, il y avait un peu ça. Alors tout à l'heure, Wang, tu nous parlais de l'aspect bondesque des Missions Impossibles. Moi, justement, il y avait quelque chose qui m'avait interpellé. Bond, ça devient de plus en plus sérieux. Il devient de nouveau un tueur de sang-froid. Et dans ce dernier Mission Impossible, bien plus que dans les autres, nous avons donc le personnage de Simon Pegg qui joue un peu le comique de service. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur ton point de vue sur la question ? Ouais, moi ce que j'ai aimé, donc pour continuer la comparaison avec 007 justement, c'est que 007 lui il est tout seul, généralement c'est lui qui fait tout, et là justement ce qu'on perd depuis le Mission Impossible 3, depuis qu'Abrams a repris le projet, c'est que on a vraiment un esprit d'équipe qu'on retrouve dans des séries comme 24 heures chrono par exemple, et Simon Pegg on sent que c'est l'acteur montant. Je pense qu'à mon avis les gens l'ont apprécié dans le 3, ils l'ont apprécié dans le 4, et donc au fur et à mesure, c'est devenu un personnage important, et je pense que l'aspect comique léger, justement, est venu contrebalancer les James Bond qui sont pour le coup devenus beaucoup plus sérieux. Surtout que Simon Pegg représente quand même le personnage récurrent qui évolue dans la saga. C'est-à-dire qu'au début, c'est juste un mec, une sorte d'analyste, ou même un hacker dans un bureau, puis on apprend qu'il est en train d'essayer de passer ses épreuves pour devenir agent de terrain. Il les rate, mais d'un autre côté, dans Rogue Nation, de toute façon, il le fait intervenir sur le terrain plus tard. Puis après, il a réussi ses épreuves. Enfin, il y a plein de. Vraiment, c'est le personnage qui évolue. Contrairement à tous les autres qui stagnent ou qui sont que de passage, celui-là, il a l'avantage de représenter quelque chose qui change et qui
qui montre qu'on peut avancer même dans ce milieu en fait. Et aussi, il a le rôle aussi de l'identification par rapport au spectateur. Parce que c'est le seul qui, justement, a encore des réactions normales. Notamment, il y a une scène qui est dans la bande-annonce, c'est mais tu vas conduire là T'étais mort il y a 2 minutes. Ça, c'est une question qu'on peut se poser nous-mêmes en tant que spectateur. Donc voilà. Après, c'est vrai que les coéquipiers, c'est vrai qu'eux, par contre, ils sont beaucoup moins travaillés. Bon, ils ont essayé de faire quelque chose sur. Il y a le personnage de Jeremy Renner qui est là présent depuis le dernier, Depuis l'avant-dernier, depuis le le dernier volume. Le problème que j'ai avec ce personnage-là, c'est qu'ils l'ont introduit avec une histoire un petit peu dramatique dans Ghost Protocol, avec le fait que c'était lui qui était censé protéger Quelqu'un. Ah bah non, dans Ghost Protocol, on s'en fout. Non. On peut spoiler Enfin, le il 4. était censé, voilà, il faut spoiler le 4. Donc il était censé protéger la femme de Hunt, mais il rate. Alors on se dit, oh, putain, c'est dommage, il y a comme une vraie relation entre les deux. Il peut commencer par une relation de conflit, parce que Hunt peut en vouloir à... J'ai oublié son nom. Ouais. Hawkeye. À Hawkeye, voilà. Oui, Il peut en Hawkeye. vouloir à Hawkeye de À Brandt. pas avoir à Brandt, William voilà, Brandt. de pas avoir protégé sa femme, mais d'un autre côté, elle n'est pas vraiment morte. Donc du coup, c'est juste un truc de camouflage. Et je trouve que cette relation n'est plus exploitée dans Rogue Nation, ce que je trouve dommage. Bon, en fait, ils ont donné à ce personnage le rôle de je suis ton ami, mais je suis quand même loyal à mon système, et donc je suis balancé. Mais ça marche pas tellement parce qu'on se dit non, mais on s'imagine tout de suite qu'il va faire partie de la bande, et que voilà. Donc, je pense qu'ils ont essayé de faire un truc où il était un petit peu en dilemme, mais ça marche pas. Il n'y a pas trop de surprise sur son rôle à la fin de Ghost Protocol. Mais Là sur non ce qu'il plus, devient, en fait, Ouais, c'est étonnant parce que c'est vraiment un agent de terrain très entraîné. C'est ce qu'il prouve dans le 4. Et là, dans c'est pas celui-là, exploité. en fait, il est un analyste. Il est aux commandes de la mission, mais dans les bureaux. Donc il a moins cet impact présent sur le terrain avec le côté je peux protéger Ethan Hunt, ce que je n'ai pas fait avant, parce que ça reste, mine de rien, un échec. Il l'a toujours ressenti comme un échec, cette mission. Et je trouve qu'on perd ce côté-là, et c'est un peu dommage. Après, bon, si la bande n'évolue pas à part le personnage de Simon Pegg, je pense que l'incrustation, le meilleur personnage, celui qui tire toute la couverture à lui, en plus d'Ethan, c'est le personnage de Faust, donc la fille dans le film. Et j'ai trouvé ce personnage très très bien construit. Oui. Parce que justement, on apprend assez rapidement qu'elle aussi, c'est un agent du MI6. Et en fait, ils en ont pas fait, justement, même dans les 2 derniers, c'était la compagne d'Ethan Hunt, c'était un peu la fille à sauver. Là, justement, elle est indépendante. Bon, elle retourne peut-être trop souvent sa veste dans le film. Au bout d'un moment, ça devient tard, c'est un running gag. Dès qu'elle est hors champ, on se dit, elle va arriver derrière, lui mettre un couteau dans le dos. Ce que je trouve très intéressant dans ce personnage, c'est que c'est le double féminin de Hunt. Mais pas... c'est pas juste on a mis une femme et puis on l'a envoyé séduire le méchant. Non, c'est un vrai agent. Elle a la capacité de se défendre et on l'a pas envoyé comme on voit dans la plupart des James Bond. Donc quand ils envoient une bombe chez le méchant pour l'infiltrer, c'est voilà, on va séduire le méchant et on va l'approcher. C'est pas une Ethan Girl, c'est vraiment un personnage féminin important. Et en plus, ils sont pas non plus allés dans la caricature de la femme, du garçon manqué, un peu bonhomme. C'est pas Michel Rodriguez, quoi. Non. Voilà. Alors depuis tout à l'heure, vous me parlez de personnages qui ont l'air de prendre beaucoup d'importance dans le film. Mais dans tout ça, est-ce qu'il y a un méchant dans Rogue Nation ? Alors moi, le méchant, c'est un méchant qui justement pour le coup, n'est pas très bondesque. Ou alors vraiment dans les derniers, justement. Lui, pour le coup, je l'ai trouvé beaucoup plus réaliste que le reste. Il a sa part mégalomane, mais au final, ça reste c'est un ancien agent qui s'est reconverti, tout ça, mais il n'est pas non plus exceptionnellement fort, du moins pas physiquement. Après, il est très intelligent, il a tout son réseau, tout ça. Du coup, je l'ai trouvé, pour le coup, assez normal, et peut-être pas assez marqué. Même si après, c'est vrai qu'il a une voix quand même qui est très prenante et qui instaure une ambiance quand il parle. Mais après, voilà, ils n'en ont pas fait non plus un surhomme pour être contre eux. Il est là pour inspirer une sorte de malaise et de crainte vis-à-vis des autres personnages, on va dire de ses sbires, qui n'hésitent pas à envoyer au casse-pipe parce que pour les besoins de son grand plan sur l'avenir.
il a un aspect assez particulier du fait que c'est pas, on va dire, une grosse brute très baraque, c'est plutôt quelqu'un qui est très fin et vraiment, rien que par son physique, quand on le voit la première fois, on dit, lui il réfléchit. C'est-à-dire qu'il fonce pas dans le tas, il réfléchit. Et il prend des décisions quand il contrôle tout. C'est-à-dire qu'il est au courant de tout ce qui se passe, il est au courant exactement de qui est dans quel camp et il en joue. Jusqu'au moment où ça va pas suffire, mais c'est. On va dire qu'il manipule, c'est un marionnettiste. Et il a vraiment ce physique de marionnettiste avec les petites lunettes, limite le col roulé en disant un peu la Steve Jobs. J'attends, je suis très intelligent, je vous présente des trucs à la pointe de la technologie et tout ce qui va bien. Il a toujours un coup d'avance. Bon, jusqu'à. Et c'est intéressant, c'est un bon point. Après, le personnage en lui-même, sur la fin, il aurait pu devenir quelque chose de plus puissant, peut-être plus intéressant. Peut-être que c'est un personnage qu'on pourra recroiser si à l'avenir ils en font un autre, genre celui qui a réussi à s'échapper parce que il avait des contacts et qui du coup reprend le syndicat, mais peut-être sous une autre identité. Enfin, quelque chose de pourrait être intéressant à ce niveau-là, surtout avec sa connaissance maintenant d'Ethan Hunt et de toutes les infrastructures. Il pourrait être encore plus dangereux, plus violent, parce que là, il sait vraiment de quoi on va dire, le groupe Mission Impossible est capable. Donc devenir en quelque sorte un doublon de l'organisation Spectre dans James Bond. C'est ça. Oui, mais et puis oui, de toute façon, le syndicat, c'est un peu ça aussi. C'est le présenté comme un anti-IMF, donc c'est... On peut pas vraiment... le problème, c'est qu'on peut pas spoiler non plus complètement le film, donc on peut pas vraiment parler du syndicat sur ce que c'est que réellement le syndicat. Mais je trouve que c'est une très bonne idée de l'avoir inclus, de l'avoir présenté comme ça. Ça représente plein de choses sur comment en fait on trouve, notamment comment on trouve des sbires. Ça m'a toujours étonné, dans tous les James Bond, on voit les mecs qui ont des centaines, des milliers de mecs sous leurs ordres. Mais vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire un plan pour détruire la planète? Et là on dit pourquoi vous faites ça? Et là, il y a une raison pourquoi ils font ça. Il y a un réseau social des sbires. C'est ça, et je trouve ça très intéressant que finalement, ils aient créé une raison d'être en fait de ces personnages, de ces, on va dire, chemises rouges, qui sont voués à être abattus par le héros en fait au final. Alors Gary Wang, et il va être temps de me cuisiner maintenant après avoir eu toutes ces questions. Donc alors, Mission Impossible 5, Rogue Nation, pour vous c'est c'est des œufs au plat. C'est-à-dire c'est bien, c'est le truc simple qu'on peut faire avec des œufs qui fait toujours plaisir. C'est ça, moi je suis plus fan des œufs à la coque, donc moi ce sera œufs à la coque. Une recette qui marche bien, des ingrédients qu'on veut au final, ça se déguste sans fin. Eh bien écoutez mes petits poussins, je pense qu'on a fait le tour de la question. Il est temps pour moi de vous dire au revoir pour cette émission. Merci Gary. Au revoir, merci. Merci Wang. Au revoir, merci. Et quant à nous autres, chers petits poussins, eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine voix off et un nouveau film avec nos chroniqueurs. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.